C'est énorme en fait. Donc, Mais c'est très malin. ça transforme complètement la relation qu'on a avec nos clients. C'est quand même du chiffre d'affaires en moins. Bah, je crois tout l'inverse en fait. Bonjour à tous, bienvenue sur notre podcast E-commerce Légende, un podcast où on reçoit parfois des marques, parfois des partenaires, mais toujours autour de l'e-commerce. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Emri Jakia, qui a été soit un visionnaire, soit une tête brûlée, voire les deux en même temps, parce qu'il a décidé en 2008 de reprendre la Camif qui était alors en faillite avec une toute nouvelle stratégie, basculer sur un canal de distribution en ligne, en mettant au cœur de la stratégie de développement l'éthique, le développement durable et le Made in France. Mais Emri, tu t'es pas arrêté là. Il y a 5 ans, si ma mémoire est bonne, tu as cofondé la communauté des entreprises à mission, ce qui t'a valu le fait de recevoir de la part de l'ESSEC le titre du commerce responsable. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Emri, j'ai une première question qui me brûle les lèvres. D'où te viennent toutes ces convictions ? Bonjour. Bonjour Didier. Merci de cette invitation. Moi, je suis un entrepreneur. J'ai démarré ma vie d'entrepreneur très tôt, à 23 ans. En 1995, j'ai créé Mattelsom, qui a commencé à vendre de la literie sur Internet. C'était très précurseur, très pionnier. Google n'existait pas encore quand on a lancé mattelsom.com. Et je crois aujourd'hui que l'entrepreneur, il est là pour imaginer, inventer et créer le monde de demain. Et en tant que citoyen, en tant que père de famille, je me dis, mais finalement, le monde de demain, il faut qu'on le bâtisse avec l'entreprise. Et on a une responsabilité aujourd'hui, c'est qu'on a pris conscience du lien entre nos modes de vie, nos modes de consommation, nos modes de production, et puis les dérèglements qu'on observe en termes de climat, de biodiversité, d'inégalité. Et que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire quelque chose. Et que l'entreprise est probablement le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait à disposition. Et l'entrepreneur, son rôle, c'est d'activer ce levier-là. Et ça rend un projet entrepreneurial tout simplement passionnant. Et ce chemin, il ne se fait pas du jour au lendemain, il passe par une prise de conscience. Moi, l'arrivée de mon premier enfant en 2000, voilà, mais quel monde je vais lui laisser, quel monde je suis en train de construire pour lui. Et puis, l'aventure Camif m'a transformé aussi. Le fait de quitter Paris pour aller m'installer à Niort et relancer cette belle marque et cette belle aventure m'a fait prendre conscience de l'impact positif ou négatif d'ailleurs que peut avoir une entreprise. Et puis l'envie de pouvoir transformer un modèle, ça fait partie des gènes de l'entrepreneur. Ça. Ok. Et du coup, là, je suis sûr que tu vas apprécier. On va retourner 15 ans en arrière. Du coup, on va rajeunir un petit peu. Est-ce que tu savais en 2008 où tu souhaitais emmener la Camif ? Parce que le discours que tu as aujourd'hui, il colle 100% à l'ère du temps, mais quand même, en 2008, c'était quand même quelque chose qui était totalement à contre-pied des standards qui se faisaient à l'époque. Est-ce que tu savais, ok, en 2008, je suis ici, est-ce que tu avais un plan d'action, est-ce que tu as un idéal que tu souhaites atteindre sur le long terme ? Parce que tu l'as très bien dit, je pense qu'on bascule pas les mentalités nationales ou européennes sur le Made in France du jour au lendemain. Est-ce que tu as une trame est-ce que tu as un plan d'action ? En 2008, je reprends la Camif. Camif, c'était une marque qui faisait partie du patrimoine des Français, créée en 1947 par des instituteurs qui se regroupent après-guerre pour se rééquiper. Ça s'est développé avec le modèle de la vente par correspondance et le gros catalogue papier que beaucoup d'entre nous ont connu. Et moi, j'avais une conviction, c'est que même si une entreprise peut connaître des difficultés, parfois au point de disparaître, ce qui a été le cas pour la Camif, une grande marque, surtout quand elle a des valeurs fortes, ça meurt jamais. Et donc ma conviction, c'est qu'il y avait quelque chose à faire avec Camif parce qu'il y avait un attachement très singulier des clients à cette marque. Et puis également, ma conviction était il y a une place en France pour bâtir un acteur probablement un peu alternatif à ce à quoi j'ai pu assister depuis 1995. C'est-à-dire des distributeurs qui ont toujours été chercher plus loin, moins cher ailleurs. Et moi, ma conviction, c'est qu'on avait un écosystème encore de fabricants français existants, qui avait de la valeur, qui était attaché à ça, et qu'on pouvait trouver chez les clients historiques de Camif, mais ma conviction, c'est qu'il y aurait bien sûr, au-delà des clients historiques de Camif, un attachement à consommer plus local pour favoriser une économie locale, pour des questions tout simples, plus d'emplois, moins de CO2, moins de kilomètres parcourus. C'est du bon sens en fait. Et je me suis dit, mais avec Camif, on a tout pour faire ça. Mais justement, est-ce que les employés qui étaient employés de la Camif à l'époque
t'ont pas vu arriver un peu comme un ovni avec une toute nouvelle stratégie qui peut effrayer au premier abord, parce que on parle quand même de 2008, c'est une faillite, ça va être un contexte économique et social qui est assez dramatique, parce que tout le monde se pose la question, est-ce que Camif existera encore demain? Est-ce que le fait que tu arrives avec cette nouvelle stratégie, comme je viens de dire, ça n'a pas été pour toi un challenge en soi pour faire adhérer en fait les personnes à ta conviction en fait qui est réelle? Je crois tout l'inverse en fait. Okay. C'est que c'était évident que si on relançait Camif, c'était pas pour faire la même chose qu'avant et ni pour faire la même chose que ce que faisait la grande distribution, parce qu'on avait juste aucune chance dans ces cas-là. Et il fallait trouver un positionnement qui soit à la fois singulier, différenciant, qui fasse sens par rapport aux attentes des clients et le fait d'avoir fait ce choix très tôt, alors de redémarrer que sur Internet. Parce qu'évidemment, le catalogue papier, on savait que c'était plié. De miser sur une proposition de valeur qui mette au cœur de son modèle l'impact positif pour le Made in France, pour les fabricants français, sur le développement durable, sur la qualité, qui était une valeur essentielle de la marque. Au contraire, c'était revenir finalement à ce qui faisait même l'essence de Camif au départ. Et donc, ça a tout de suite tilté chez à la fois les clients, mais aussi l'écosystème de l'ensemble des parties prenantes, le territoire, les fournisseurs. Et puis, je comprends, pendant les 5-6 mois de discussion avec le tribunal de commerce, c'était pas évident, hein, moi je connaissais rien à cet environnement-là, que la seule chance de réussir le projet, c'était d'arriver à convaincre qu'il aurait un impact positif sur le territoire, d'abord, à Niort. Donc, il fallait recréer un maximum d'emplois à Niort. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai quitté Paris pour aller m'installer là-bas. J'ai déménagé mon entreprise. J'ai fait ouvrir un centre de relations clients à Niort, ce qui était également tout à fait contre la tendance à l'époque, qui était plutôt de les mettre loin pour que ça coûte moins cher. Et ça nous a permis, paradoxalement, ces choix assez radicaux et contraires à ce qui se faisait à l'époque, d'avoir de l'attention du territoire, parce que 2008, il y a eu la faillite de la Camif qui a entraîné celle de Lehman Brothers et la crise financière mondiale. Tout le monde le sait, tout est parti Niort. Mais il y avait donc plus de banquiers pour financer des aventures entrepreneuriales comme les miennes. Ouais. En plus, il y avait un risque quand même très fort d'exécution. Et si dans le contexte, on a quand même réussi à convaincre des banquiers de nous financer notre aventure, c'est parce qu'on a eu le soutien des acteurs de la région, de la communauté d'agglo de Niort, qui ont garanti 95% de nos emprunts bancaires. Donc tout simplement, le fait d'avoir mis au cœur du modèle un modèle d'impact positif sur des enjeux sociaux sur le territoire à Niort, on a recréé à peu près 200 emplois aujourd'hui, et ben ça a permis de rendre le projet possible, finançable, donc possible. Puis ensuite, la proposition de valeur qu'on fait, quand moi je me retrouve devant à peu près 150 fabricants qui avaient tous perdu de l'argent au moment de la chute de la Camif et que je leur annonce qu'on relance Camif, il y a des petits moments de solitude comme ça. Ça devient compliqué. Mais je leur dis, voilà, donc ça n'aura rien à voir avec ce que c'était avant. Et puis on va miser sur vos savoir-faire, vos métiers. C'est ça qu'on va mettre en valeur sur le site camif.fr et c'est ce qu'on va pouvoir faire d'ailleurs avec le e-commerce, parce que par rapport à un catalogue papier, on peut raconter beaucoup plus de choses. On peut faire des vidéos, des coulisses de la fabrication, on peut faire... voilà. Et là, on a eu du coup, là aussi, une oreille attentive et des fabricants qui se sont dit, finalement, c'est intéressant comme projet parce que personne ne fait ça. Personne ne les fédérer avec une idée. Et c'est vrai qu'à l'époque, le Made in France était totalement ringard. On n'en parlait pas. Il n'y avait pas eu le ministre qui portait la marinière. Il n'y avait pas le slip français. Il n'y avait rien de tout ça. Mais ça a été pour nous une façon de réengager l'écosystème de fabricants français avec lesquels on travaille. Aujourd'hui, c'est 125 fabricants français, représentent 75% de notre chiffre d'affaires. Et ça, c'est unique sur le marché. Ok, donc du coup, on a beaucoup parlé de 2008 et la complexité à miser sur le Made in France. Si on revient un petit peu dans l'air du temps, donc 2020-2023, qu'est-ce que vous mettez toujours au cœur de votre stratégie pour toujours promouvoir le Made in France ? Alors, entre 2008 et 2023, il s'est passé pas mal de choses. Ouais, j'imagine. Mais je pense que l'innovation est probablement le mot clé. L'innovation qui compte, qui fait sens et qui a un impact positif, c'est vraiment la clé du modèle en fait. La première innovation qu'on lance dès 2010, c'est donner la possibilité aux internautes de choisir leurs produits en fonction du lieu de fabrication. Ça paraît bête, mais on peut rechercher par pays, par région, par département. On peut savoir d'où vient le produit, combien de kilomètres les principaux composants du produit ont parcouru pour aller jusqu'à l'usine. On peut visiter les usines avec des vidéos des coulisses de la fabrication. On peut savoir combien d'emplois on soutient. Et cette transparence
c'est aussi une clé de notre culture d'entreprise, et ça a été pour nous la façon de regagner la confiance des clients. Puis ensuite, le chemin qu'on a fait sur l'entreprise à mission nous a amené à se poser cette question de, au fond, à quoi on sert ? Et ça a alimenté presque 3 ans de travail pour définir la raison d'être de Camif, notre mission, nos objectifs sociaux, environnementaux. Et finalement, au-delà d'avoir misé sur une proposition de valeur, sur le Made in France, sur la qualité, sur le développement durable, on s'est rendu compte que l'impact positif du modèle Camif, c'était de déployer une consommation plus responsable. Et ça, c'est notre premier objectif de mission. Et ça nous guide dans plein d'actions qu'on met en œuvre sur le site, et puis en matière de communication, et on en parlera sans doute sur le commerce responsable, on va dire. L'économie circulaire est un deuxième pilier de Camif. Ça nous a obligés à partir de 2017, date à laquelle on inscrit dans nos statuts la mission, à revoir les 20 000 références du catalogue Camif et à se poser davantage de questions sur comment sont fabriqués ces produits, comment on peut faire mieux avec moins, comment on peut utiliser davantage de composants issus du recyclage. Et ça c'est en train de transformer notre métier. On est en train de passer du métier historique de Camif, qui est un métier de distributeur, où on fait une sélection de l'offre sur des critères qualité, locale, durable, à un métier d'éditeur, où on développe nos propres collections sur les principes de l'éco-conception, sur les principes de l'économie circulaire, avec de l'innovation, avec des produits qui sont exclusifs, qu'on retrouvera nulle part ailleurs sur aucune marketplace, qui, là, pour le coup, génèrent de la valeur économique, mais aussi sociale et environnementale. Et ça, on n'a pas fini, on est encore à peu près à la moitié du chemin, en fait, sur la révision complète de notre offre au regard de ces principes d'éco-conception. Et toujours avec ce guide qui est, on doit embarquer notre écosystème dans son ensemble, et pas transformer la filière au service de l'emploi en France. C'est ça qui est au cœur de notre stratégie. Je pense que le fait d'être une entreprise à mission aujourd'hui, c'est notre boussole. Et ça va nous continuer à nous alimenter et à nous différencier et toujours à donner du sens à l'entreprise pendant encore de nombreuses années. Ok, donc j'ai l'impression que vous êtes sans cesse en train d'essayer de moderniser la Camif pour être toujours plus dans les standards de la mission et des valeurs que tu essayes de diffuser au sein de l'entreprise dans sa globalité. Je pense qu'on est en permanence en train d'inventer le modèle de demain. Là, on l'a lancé, par exemple, cette année, la location de chambres enfants et chambres bébés. Là, c'est pour tirer le fil de l'économie circulaire, une expérimentation sur l'économie de la fonctionnalité. Et ça répond pour nous à un bon cas d'usage, parce qu'on fabrique des meubles et on conçoit des meubles pour qu'ils durent 50 ans, mais au bout de 50 ans, bébé a envie de sortir de son lit à barreaux. Et donc là, on a un très bon cas d'usage avec les jeunes familles qui veulent le meilleur pour leur enfant, ils veulent de la qualité. En même temps, il y a des problématiques budgétaires. Et là, à partir de 29 € par mois, on peut avoir la qualité Camif avec chambre bébé ou chambre enfant. Et puis louer le temps dont on a besoin, les meubles. Et puis nous, on va faire plusieurs cycles à ces produits. Donc on va allonger la durée de vie du produit. On a pu mesurer que c'est 75% d'émissions de CO2 en moins, sur le lit Samuel, qui est un lit enfant qu'on loue, que le modèle classique achat-revente sur des produits non éco-conçus, fabriqués à l'autre bout de la planète. Donc c'est énorme en fait. Donc, mais c'est très malin, parce qu'aujourd'hui les consommateurs sont plus dans le fait de louer des choses, parce que l'exemple de l'enfant c'est criant de vérité. Moi j'en ai 2, ils grandissent très très vite, et c'est vrai que quand on achète une chambre quand il a 6 ou 1 an, à 2 ans ou 2 ans et demi, 3 ans, on a besoin d'une autre chose. Donc effectivement, ça c'est de l'achat, on va pas dire bête et méchant, mais c'est des choses qu'on pourrait optimiser. Donc je trouve ça très malin d'avoir fait ça, et ça vous permet surtout de fidéliser les clients sur le long terme, parce qu'en fait ils vont racheter des nouvelles choses, ils vont rester clients de la Camif. Ça transforme complètement la relation qu'on a avec nos clients, qui sont en fait des locataires d'ailleurs, et avec qui on a un lien tous les mois, et effectivement c'est une façon de fidéliser le client Camif tout au long des étapes de la vie. Il y a bébé, il y a l'enfant, puis ensuite il y a l'étudiant, il y a le mariage, l'arrivée du premier enfant, enfin voilà, on crée des boucles, le déménagement, tout ça. Donc je pense qu'on est là avec Camif à ces moments clés de la vie. Et à ces moments clés de la vie, on se pose ces questions aujourd'hui, mais dans quelle maison on a envie de vivre? Et est-ce qu'on peut changer le monde
de l'intérieur. C'est ça notre signature depuis 2009. Eh ben oui, on peut changer le monde de l'intérieur. Juste en repensant la façon dont on équipe notre maison, on peut changer les choses. Parce qu'en privilégiant le local, on va faire plus d'emplois en France, on va faire moins de CO2. Et donc, on voit bien que l'impact de notre consommation, l'impact de la façon dont on aménage et on pense son intérieur est en relation directe avec le monde extérieur. Un des gros challenges des e-commerçants, c'est également comment communiquer tout ce que tu viens de me dire à notre base client. Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement pour donner ces informations à vos clients? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que vous avez sélectionné des influenceurs ou pas, ou est-ce que vous faites des choses marketing bien spécifiques pour que vos clients soient au fait de toutes les nouveautés et les innovations que vous sortez très souvent? On communique et on fait de la communication responsable, mais la première des choses, c'est celle de la transparence. Donc, beaucoup d'informations sur les fiches produits, sur des vidéos des coulisses de la fabrication, sur l'information sur le fabricant. On questionne beaucoup nos fabricants pour qu'ils remontent dans l'information sur leurs bonnes pratiques en matière de responsabilité sociale de l'entreprise. Beaucoup d'informations sur les composants, sur comment est fabriqué le produit, tous les intrants, et beaucoup d'efforts qui est fait aussi sur la question de la santé, pour les meubles, pour les traitements sur les tissus. Voilà. Et cette transparence, elle est vraiment, c'est la base, on va dire. Après, on a développé au fil des années des événements. Je pense par exemple au Tour du Made in France qu'on fait chaque année depuis 2014, où on invite nos clients et nos collaborateurs à visiter les usines. Et on fait des vidéos aussi de toutes ces journées pour qu'elles puissent être partagées au plus grand nombre. Et c'est des moments extrêmement riches. Parce qu'on recrée du lien entre un fabricant, les ouvriers, qui peuvent exposer leur métier, leur savoir-faire à des clients, à des collaborateurs Camif. Ça donne du sens, crée beaucoup de fierté à l'intérieur des usines. Et puis l'après-midi, on les fait travailler ensemble sur les produits de demain ou les services de demain, avec des experts qu'on fait venir. Et donc on fait travailler ensemble des ouvriers, des clients, des collaborateurs. Ça, c'est des expériences qu'on a développées, qui sont très fortes, qui sont très riches et qu'on partage évidemment sur le site, sur les réseaux sociaux. Et là, cette année, on avait une influenceuse qui a fait 3 étapes du Tour du Made in France. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir toucher, grâce aux réseaux sociaux, une clientèle plus jeune. Et c'est d'ailleurs le profil de nos nouveaux clients, parce qu'on est sorti du client historique qui a été plutôt profil d'instituteur à la retraite, qui était le profil historique de 2009, quand on a relancé Camif. Et on a aujourd'hui 80% de nos clients qui sont nouveaux, plus jeunes, vraiment inscrits dans cette consommation responsable, qui veulent donner du sens à leur achat, qui veulent savoir d'où ça vient, comment c'est fabriqué, et qui attendent des marques de l'engagement, mais aussi des marques qui sont capables d'apporter des preuves de leurs engagements. Voilà. Je crois que c'est ça, c'est ce marketing de la preuve. Et l'une des preuves, justement, c'est une question qui me vient tout de suite, c'est que là, on est dans une période où on va rentrer bientôt sur le Black Friday. Est-ce que l'une des preuves, ça a été de ne pas participer au Black Friday pour la Camif? Plus que ça a été de fermer le site en 2017 pour boycotter le Black Friday. Oui, ça a été assez radical, en fait, comme action. Alors, c'était... Et comment ça a été pris au sein de la Camif de se dire, OK, non, on va aller au bout de nos valeurs, au bout de nos stratégies, on va fermer notre site, parce que là, il y a quand même une journée de vente sur le site de la Camif, c'est quand même du chiffre d'affaires en moins. Ouais. C'était quoi en fait le ressenti interne? Est-ce que c'était idée de génie? Non, c'est d'abord très cohérent, parce que c'était suite à 3 ans de travail sur la mission, et on venait d'inscrire la mission dans les statuts en 2017, et donc à un point du mardi, qu'on fait tous les mardis depuis le redémarrage de Camif, et qui réunit toute l'entreprise, je propose cette idée. Je propose l'idée de fermer camif.fr pour boycotter le Black Friday, parce que c'est totalement orthogonal et contraire à notre mission, qui est de défendre une consommation plus responsable. Et le Black Friday n'a aucun sens en France. C'est pas, voilà, il n'y a pas de Thanksgiving, il n'y a pas tout ça. Il est un syndrome pour moi de la surconsommation. Et donc on vote souvent au point du mardi. Donc tous ceux qui étaient OK avec l'idée de fermer se mettaient d'un côté. Il y en a eu 2 tiers, et il y avait un tiers qui était pas trop d'accord ou pas trop à l'aise en fait avec l'idée de fermer. Parce qu'ils disaient, oui, mais on fait quand même des produits made in France, éco-responsables, pourquoi on se tire une balle dans le pied, quoi. Oui, parce que l'une des possibilités était de rester ouvert, mais sans faire de promotion. Alors ça, c'est ce que, du coup, comme j'avais quand même une large majorité qui était favorable, j'ai été devant
mes actionnaires. Et donc, j'avais un comité stratégique. Donc, j'ai quand même des fonds d'investissement dans l'entreprise à qui j'annonce qu'on va fermer le site Et ça n'a pas été mon meilleur comité stratégique non plus. J'imagine bien, oui. Et ils ont passé 2h30 à justement précisément dire mais pourquoi fermer ? Pourquoi tout simplement ne pas faire de promotion et ne pas t'inscrire dans ce Black Friday ? Et moi, je crois qu'on ne va pas changer le monde avec de l'eau tiède, mais avec de l'audace. Et on a besoin de ça. Les dirigeants, les entrepreneurs aujourd'hui, ils doivent avoir de l'audace. Ils doivent oser faire des choses qu'on n'a jamais faites parce que c'est comme ça qu'on va réinventer demain. Et je les ai convaincus en disant mais aucun journaliste ne parlera d'un site qui ne fait pas de promotion. C'était ma prochaine question. Quelles sont les retombées de cette... Par contre, un site qui ferme pour le meilleur jour de l'année, peut-être qu'on va en parler. Et moi, c'est le risque que je veux prendre. Et on a parlé de toi, et d'autres ont suivi également le fait de fermer le site pour le Black Friday. Ouais, alors ça a été pas simple, parce qu'on a envoyé les communiqués de presse après cette décision qui a été aussi validée par les actionnaires, ce qui est quand même chouette, parce qu'il y avait un alignement de toutes les parties prenantes, finalement. Et les premiers retours, la moitié des journalistes nous disent on comprend pas le problème du Black Friday, c'est quoi, on fait des bonnes affaires pour Noël, bon, alors pour eux je pouvais pas faire grand chose. Et l'autre moitié disait c'est super courageux votre boycott du Black Friday, on va passer le sujet en comité de rédaction puis on revient vers vous. Puis après le comité de rédaction évidemment il revenait en disant désolé on peut pas parler d'un site qui boycotte le Black Friday parce que pour les médias c'est quand même la meilleure semaine de recettes publicitaires. Ouais. Et donc ça n'est que 2 ou 3 jours avant que inondés dans leur propre boîte mail, certains journalistes nous ont rappelé en nous disant venez nous expliquer pourquoi vous faites ça, parce qu'effectivement on ressent qu'il y a quand même quelque chose, il y a une pression qui est pas normale en fait. Et donc j'ai fait mon baptême du Jean-Jacques Bourdin ce jour-là en 2017, une demi-heure à l'antenne avec un Jean-Jacques Bourdin assez sceptique au début qui se posait la question de pourquoi on faisait ça. Ensuite et qui disait oui mais vous faites de la com, et je dis oui on fait de la com responsable parce qu'aujourd'hui j'ai rien à vous vendre. Par contre j'ai un message à vous faire passer. Si on continue comme on consomme aujourd'hui, on va tous dans le mur. Et donc, il va falloir réinventer notre façon de consommer. Notre croyance, c'est qu'il y a un modèle. Il y a un modèle économique, il y a un modèle social et un modèle environnemental qui est compatible, qui est de consommer moins, mais de consommer mieux. Et c'est le modèle que défend précisément Camif. Et puis donc là arrive la première coupure pub à l'antenne. 100% des spots étaient pour le Black Friday. Donc là, il a bien entendu. On n'a jamais autant parlé de Camif que ce jour où on a fermé le site. Et derrière, la fierté, c'est que ça a entraîné, effectivement, l'année d'après, on a réitéré le boycott du Black Friday en interrogeant nos clients cette fois, et on a eu 88% de nos clients qui nous ont dit fermez parce que c'est pour ça qu'on vient chez vous, en fait, c'est parce qu'on vous aime. Ouais, non, c'était ma prochaine question, c'est comment, en fait, votre base clientèle a perçu cette décision, parce qu'ils peuvent être frustrés, mais effectivement, je pense que vos clients sont fidèles à la Camif et surtout aux valeurs, donc ça fait totalement sens de dire... Non. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, pour l'avoir fait, là, ça va être la 7e année où on boycotte le Black Friday, on ressent que ça a été un marqueur très fort de notre engagement sur la consommation responsable. Et du coup, ça a été un accélérateur de recrutement de nouveaux clients, plus jeunes, qui cherchent des marques engagées, mais surtout des marques sincères, capables d'apporter les preuves de leurs engagements. Et le boycott Black Friday était vraiment une très, très belle preuve. On est devenu la marque préférée des Français dans l'équipement de la maison pour notre engagement sur la consommation responsable. Ça a beaucoup de valeur économique. Et l'année dernière, 1500 sites e-commerce ont boycotté le Black Friday. Alors, ils n'ont pas été jusqu'à fermer, mais ils n'ont pas fait de promotion. Donc aujourd'hui, on a réussi. On a réussi à faire passer ce message. 1500 sites, c'est quand même assez important. Et on doit basculer de toute façon. On le sait. Ok. Et du coup, là, on a dit, les actionnaires ont adhéré à cette décision, la Camif a adhéré à cette décision, les clients également. Mais vos fournisseurs, qu'est-ce qu'ils ont dit de cette décision ? Pareil, les fournisseurs, la première année, ont été pour la plupart plutôt sceptiques, en disant c'est quand même dommage qu'on se prive du meilleur mois, du meilleur jour, voilà. Et puis après avoir vu ce que ça avait donné chez nous, ils se sont dit finalement c'est très très pertinent en fait, parce que c'est cohérent, parce que ça fait sens dans le projet Camif, parce que c'est au cœur de ce qu'on défend en fait. Et moi je préfère faire du chiffre toute l'année et pas en faire là où tout le monde en fait, avec des promotions et des rabais qui en sont pas vraiment, qui prennent vraiment les consommateurs pour des gogos et qui débranchent le cerveau des gens. Moi, je préfère avoir des clients qui réfléchissent un peu à ce qu'ils achètent, qui prennent le temps de se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit ? D'où il vient ? Comment il est fabriqué ? Dans quelles conditions sociales, environnementales ? Et là, on a tellement de choses à dire avec nos fabricants français.
Et c'est ça qu'on valorise. Voilà, c'est ça que vous essayez de diluer à vos clients. Ok. Sur la partie qui est assez stratégique pour un e-commerçant, surtout pour la Camif, qui fait des livraisons de produits qui sont lourds, comment vous avez fait pour optimiser tout ça et rassurer vos clients sur tout ce qui se passe pendant la livraison? Parce que bon, quand on va recevoir son armoire qui pèse 100-150 kilos, ça peut donner des craintes pour le client. Et comment vous faites justement pour le rassurer sur toute cette partie? C'est la partie clé. Qui est probablement la moins visible, mais sur laquelle on a beaucoup investi au profit de la satisfaction de nos clients. On a gagné 20 points de satisfaction de Net Promoter Score, on mesure la satisfaction de nos clients comme ça, en 5 ans. C'est énorme. C'est énorme. Je pense qu'on est la marque qui a le meilleur NPS sur le marché aujourd'hui, avec 66% de NPS positif. Dans notre secteur, c'est exceptionnel. Surtout que livrer un t-shirt, c'est simple, on va dire. Mais livrer un lit ou une commode, c'est toute une autre orchestration. Alors, pour le coup. Ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups et qu'on n'a pas des ratés. Ouais. Mais par contre, là où on est bon, c'est dans le traitement des réclamations. Et pour ça, on s'est doté d'outils pour pouvoir suivre et tracer tout le post-achat finalement. Et c'est là où ShipUp, par exemple, a été une bonne solution pour nous, pour pouvoir continuer à alimenter le client avec des informations fiables en temps réel sur l'évolution de leur commande. Tiens, le meuble a été fabriqué, il est parti de l'entrepôt, il a été réceptionné par le transporteur, là un rendez-vous va être pris, et de faire passer aussi nos messages aux clients. Là, il va falloir que vous vidiez votre chambre. Voilà, c'est des détails pratiques. Et puis leur dire, voilà, au moment de la réception du colis, prenez le temps de bien déballer, de bien vérifier l'état du produit, parce que s'il y a un pet ou s'il est abîmé, on va le reprendre tout de suite, c'est pas la peine. Et donc, nous, notre enjeu, c'est qu'on fait des produits de qualité. Les gens attendent de la qualité du produit, mais aussi du service. Il faut que ce soit en adéquation. Donc, on a aussi fait un travail de fond avec nos propres transporteurs pour faire le choix, parfois, d'un transporteur plus cher, mais qui a une meilleure qualité de service. Et on regarde ça et on pilote ça, transporteur par transporteur, mais aussi département par département. Parce qu'au sein d'un réseau de transport, on pourrait avoir un département où il y a un problème sur une agence, etc. Donc, et ça, le fait d'avoir des outils comme ShipUp nous permet de piloter la performance très finement, avec une granularité qui est très bonne. Et puis après, on a des niveaux de service, du montage, on monte à l'étage, mais aussi du montage de meubles, parce que parfois, c'est 2 heures ou 3 heures de montage, donc on a aussi des prestataires capables de faire ce montage. Et là aussi, c'est essentiel, parce qu'on achète un produit de qualité, mais il faut qu'il soit livré et qu'il soit monté de manière impeccable. Donc là aussi, on a des réseaux de transport qu'on évalue et avec lesquels on travaille. On travaille aussi avec nos fabricants pour améliorer la qualité de l'emballage, pour que le produit arrive nickel, pour améliorer parfois la conception même du produit. Quand on remarque qu'il y a un produit qui casse un peu trop souvent, à tel endroit, on sait que c'est un coin, peut-être qu'il faut renforcer ça. Le packaging ou autre chose. Renforcer le packaging. Donc il y a aussi beaucoup de travail. Ce travail est rendu possible par le modèle de proximité qu'on a avec nos fabricants. C'est parce qu'on a 125 fabricants autour de chez nous qu'on peut le faire et qu'on peut travailler avec eux main dans la main, qu'on peut le faire. Et on travaillerait avec des fabricants à l'autre bout du monde, ça ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas. Et puis on serait trop petit. Donc là, aujourd'hui, on a une bonne adéquation, un bon réseau, un lien qui est assez fort avec nos transporteurs, avec nos fabricants, donc avec l'ensemble de nos fournisseurs, pour pouvoir faire de la qualité. C'est ça que nous, on propose aux clients. Ok, donc tu as réussi aujourd'hui à créer la Camif, quand même une stratégie qui offre une expérience client qui est, on va dire, à chaque étape du parcours d'achat, c'est-à-dire quand on arrive sur le site internet, on arrive à avoir des fiches produits qui sont très détaillées pour que le consommateur passe plus, non pas sur de la consommation, mais de la consommation, qu'il sache également ce qu'il achète, d'où ça vient, comment c'est fait. Et également sur la partie livraison, sur de la proactivité, comment je vais pouvoir avertir mon client que le colis est en train d'arriver ou qu'il a un retard. Donc sans cesse, vous êtes en train, j'ai l'impression, corrige-moi si je me trompe, mais d'investir sur l'expérience client. C'est quoi la prochaine étape pour la Camif? C'est où est-ce que vous souhaitez aller? Parce que là, on a fait le pré-achat sur comment on fait pour que le client mette le produit dans son panier. On va faire le post-achat.
J'ai cru comprendre que vous allez switcher aussi, enfin que vous avez fait également de l'économie circulaire. Est-ce que c'est là où vous allez investir à 100% pour les prochaines années ou est-ce qu'il y a encore une autre idée révolutionnaire? Oui, il y en aura toujours des idées. Ouais, Ça fait partie de la culture de l'entreprise. Donc, je pense que l'enjeu, c'est d'arriver à allonger la durée de vie des produits. Et donc, on va probablement, et on a déjà lancé des garanties qui sont tout à fait au-dessus de ce qu'on peut trouver sur le marché. Nos canapés sont garantis 7 ans. On va encore augmenter les durées de garantie des produits. Et on va introduire des nouveaux services, notamment de réparation, pour pouvoir allonger la durée de vie d'un produit. C'est vrai qu'un canapé, parfois, au bout de 15 ans, les assises sont un peu usées, les tissus, surtout si vous avez un chat comme moi. Surtout si on a des enfants aussi. Hein. Oui, des enfants. Et bien donc là, on va développer, c'est pas encore fait, mais on va développer des services de réparation, on va développer des composants qui permettent de rénover soi-même son meuble, des choses comme ça. Ça fait partie des plans de développement. C'est une des idées, hein. Il y en a d'autres bien sûr, mais je crois que le plus longtemps le client peut garder le produit, le rénover, le plus il sera satisfait en fait de son achat. Et puis après il y a des systèmes de circularité comme la location. Là on expérimente sur la chambre enfant et bébé, mais on peut imaginer que demain on loue beaucoup plus de meubles pour différents cas d'usage, l'étudiant. Voilà. Donc là aussi, ça passera de toute façon par une économie plus circulaire. Qu'elle soit au moment de la conception du produit, par exemple le matelas Timothée qu'on a lancé l'année dernière, premier matelas fabriqué à partir de vieux matelas recyclés. Donc c'est une boucle d'économie circulaire au sein de la filière literie, c'est une vraie innovation qu'on a mis 4 ans à mettre au point pour mettre au point le bloc de mousse fabriqué à partir de vieux matelas recyclés. Et qui a été le fruit d'une coopération entre une start-up qui fait du recyclage de vieux matelas à Flaviac en Ardèche, un éco-organisme qui fait la collecte des vieux matelas, un institut technique et un fabricant à Niort de matelas qui assemble le matelas. Ça, c'est de l'économie circulaire. Et ça aussi, on a encore un chemin, probablement encore un bon tiers du chemin à accomplir pour avoir une offre parfaitement circulaire. Ok, il y a de plus en plus de marques qui ont investi, on va dire, à 100% sur le digital et les ventes en ligne, qui sont en train de revenir quand même sur le fait d'ouvrir des showrooms locaux. Est-ce que c'est également quelque chose qui est dans les tuyaux de la Camif ou pas du tout? C'est une question qu'on se pose tous les ans, depuis 1995. Et jusque maintenant, quand on se dit, est-ce qu'on investit 500 000 euros, par exemple, dans l'ouverture d'un showroom, ouais, d'un pop-up store ou d'un flagship, versus mettre 500 000 euros dans l'expérience client sur le site e-commerce pour améliorer le taux de conversion, le cross-sell, l'upsell et tout ça. On a toujours fait le choix pour l'instant d'investir sur le e-commerce parce que c'est ça notre cœur de métier et on a toujours besoin d'investir pour rester en avance, pour continuer de défricher. On a fait des expérimentations en physique. On avait lancé une innovation en 2015 extrêmement innovante. Ça s'appelait la Camif près de chez vous, permettre aux clients d'aller essayer le canapé chez le voisin. Okay. Chez un client qui avait acheté le même canapé, etc. Bon, ça n'a pas marché. Il fallait avoir quand même l'accord du voisin qu'il y aurait un client qui allait venir chez lui. Et puis, il fallait trouver le voisin pas à 50 km, mais à 3 km, sinon les gens ne vont pas faire ce déplacement. Donc, à cause probablement d'un effet volume et puis des collections qui tournent et qui changent, c'est en fait un modèle qui n'est pas évident. Mais on a expérimenté et on s'est planté. Je crois que l'échec fait aussi partie de l'entrepreneuriat. Très certainement, à un moment donné, malgré tout, on aura une présence physique. On le voit quand on fait le salon du Made in France, par exemple. Les gens sont contents de pouvoir venir essayer de nous rencontrer, essayer les canapés. On l'a fait récemment au Maïf Social Club, parce que maintenant, on fait partie du groupe Maïf depuis l'année dernière. On a fait au Maïf Social Club une exposition avec aussi un événement, des tables rondes sur la consommation responsable, sur la production circulaire. Et là, on avait exposé nos meubles un peu stars, on va dire, qui sont des meubles emblématiques parce que c'est les champions de l'économie de CO2. On fait des analyses de cycle de vie sur chacun de nos produits maintenant et on a des produits qui font 50% d'économie de CO2 par rapport à un même produit fabriqué de manière classique, quoi. Et donc ça, c'est ça qu'on voulait aussi exposer
Et on voit bien que les clients sont quand même contents de venir pouvoir échanger. Et voilà. Donc, on aura probablement un lieu à un moment donné. À un moment donné, Je ne sais pas si on en aura beaucoup, mais on en aura au moins un. Ok, pour que les gens viennent quelque part et voient l'esprit de la Camif dans un showroom. Ok, donc si j'ai bien compris, les valeurs de la Camif, ça a été c'est encore aujourd'hui de basculer le consommateur sur de la consommation responsable, faire mieux avec moins et toujours innover. Est-ce que j'ai bien résumé en fait les 30 minutes qu'on vient de passer ensemble? C'est pas mal, ouais. Il fallait le dire tout de suite, hein. Ça nous aurait évité de passer 30 minutes. Ouais, mais on n'aurait pas eu toute cette granularité sur les détails que tu as apporté, Emery. Merci beaucoup pour ton temps encore, c'était un vrai plaisir. Et pour moi, je pense que t'as été un peu une tête brûlée, hein, mais c'est un pari que tu as réussi à mener à bout, et bravo pour ça en tout cas. Merci Didier. Merci à tous.